Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et du Rwanda. La CADHP se déclare compétente pour juger Kigali. Notre deuxième sujet concerne le Bénin, un ministre limogé après ses déclarations sur des présumés détournements. Troisième sujet, nous parlerons de la Côte d'Ivoire, l'ex-patron de l'antidrogue d'Abidjan condamné pour trafic de drogue. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des manifestations que réclament réellement les manifestants. Ce sera notre interrogation bien évidemment avec nos invités. Et pour aborder ces sujets, ils sont trois sur ce plateau avec moi. Adam Adrenou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité et bonsoir à tous ces Togolais qui nous suivent de par le monde et dans le Togo profond. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. À côté de vous, Donatien Awesso, vous êtes analyste politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir au panel ici et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Vous verrez que ma mine est grave, je ne suis pas du tout content de ce qui se passe sur la terre de nos aïeux. Je me rappelle, le 14 juin, j'avais interpellé ici le président de la République, son Excellence Jean-Lucien Sanvi de Tové, de prendre son bâton de pèlerin, puisque dans la fameuse 5e République, il a dit que c'est lui le garant de l'unité nationale. Et tout ce qui se passe est en train de fragiliser cette unité nationale. Mais il ne dit mot et il a disparu des radars depuis un moment. Sans lui, je pense aussi que le président du Conseil devrait aussi s'adresser à la nation pour pouvoir dire un mot. Nous avons le ministre de la Sécurité, le ministre de la Justice qui ne disent rien jusqu'à maintenant alors que l'heure est grave. Et on se doit quand même d'attirer leur attention sur ce qui se passe. Parce que nous voulons tous construire une nation où nous allons nous retrouver et nous reconnaître dans une entité qu'est le Togo. Alors, je leur lance encore un appel de sortir de ce mutisme et de dire quelque chose pour que ça s'arrête. Merci beaucoup à vous, Donatien Awesso, d'avoir répondu à notre invitation. Dieu vous en prie. Notre troisième invité ce soir, Eric Johnson. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous salue. Merci. C'est avec un grand plaisir que je suis là encore ce soir. Merci, un plaisir également de vous avoir sur ce plateau. Et avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Tanzanie pour parler de la République démocratique du Congo et du Rwanda. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples se déclare compétente pour juger Kigali. La Cour s'est prononcée ce jeudi à l'occasion de sa 77e session ordinaire à Arusha, en Tanzanie. Elle a été saisie en 2023 par la République démocratique du Congo, les organisations de la société civile également et des victimes, pour qu'elle se prononce sur la situation ou bien l'agression, si on peut le qualifier ainsi, du Rwanda envers la République démocratique du Congo. La Cour se prononce ce jeudi en se déclarant compétente pour juger l'affaire. Une déclaration qui vient justement à la veille de la date prévue pour la signature de cet accord de paix entre justement la République démocratique du Congo et le Rwanda. On s'interroge donc sur l'opportunité d'une telle décision de la Cour, d'une telle déclaration de la Cour. Nous en parlons avec vous, Adam Adrenou. La Cour a été saisie en 2023, mais ne se prononce qu'à ce 26 juin 2025. Vous avez très bien fait de faire la référence avec, en tout cas, cet espoir, puisque le monde entier retient son souffle. Et je pense qu'il y a de ces voix-là qui ont commencé déjà par féliciter, en tout cas, les petits pas franchis pour arriver probablement donc à la signature de cet accord. Mais justement, c'est une nouvelle qui nous prend d'une manière assez perplexe, dans la mesure où, au lendemain, ou pratiquement la veille de cette signature, pour en tout cas une saisine depuis 2023, c'est qu'à la veille que la Cour de justice de l'Union africaine se sent ou trouve l'opportunité de pouvoir donc se prononcer et de la manière dont de pouvoir donc juger le Rwanda. Donc, en faisant référence justement pour voir les incidences que cette décision ou cette prise de Bassi pourrait donc avoir éventuellement sur, en tout cas, la prévisionnelle signature donc, de cet accord,
puisque est-ce que cela ne risque pas d'être grippé? Mais il n'en demeure pas moins de pouvoir dire que, en tout cas, les négociations menées n'avaient rien à voir avec donc ces saisines. Toutefois, je pense que lorsque on se réfère donc à ces négociations, c'est pratiquement tout le monde entier qui est concerné et tout ce qui peut contribuer en réalité à aller dans ce sens-là serait donc les bienvenus. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faudrait quand même que l'on s'adapte sur, en tout cas, le sujet proprement dit, notamment le fait que lorsqu'on a ouvert, en tout cas, les débats concernant cette saisine, chaque acteur avait de son côté les avocats qu'il faut pour soutenir dans la thèse des tortures, puisqu'il y avait, la saisine était orientée sur la torture, le traitement inhumain, mais également la traite des êtres humains dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on parle de ces sujets-là, je pense que ce sont des crimes, notamment imprescriptibles, dont chaque État, lorsqu'il venait donc à être touché par ces actes-là, est à même de pouvoir donc porter plainte. Donc c'est ce qu'a fait Kinshasa. Et que Kigali avait relevé des manquements jugeant donc la Cour incompétente à pouvoir donc se saisir de ce dossier-là. Aujourd'hui, c'est désormais chose faite. Et donc, ce qui importe aujourd'hui, c'est véritablement de voir est-ce que les accusations portées contre Kigali sur, dans la République démocratique, dans l'aide de la République démocratique du Congo, sont fondées. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que lorsque vous prenez, en tout cas le narratif jusqu'alors avancé par le Rwanda se dit jamais qu'il ne soutient pas, en tout cas le M23 et ses affidés. Donc on se pose la question, puisque quand même lorsque vous véhiculez un peu ces narratifs, on nous dit véritablement que la RDC n'a pas envoyé ou n'a pas, en tout cas, étayé les argumentaires avancés par devant la Cour par des faits concrets. Ce sont en tout cas des faits factuels liés aux articles de presse qui ont été donc avancés. Mais justement, ces articles de presse, ce n'est pas pour la première fois, ont toujours fait l'objet de preuves devant les juridictions. Parce que on parle d'articles de presse, on ne parle pas de sujets sur les réseaux sociaux. Ça voudrait dire quand même que dans la transmission de l'information, il y a eu donc des recoupements, il y a eu des faits qui ont été donc... il y a eu des enquêtes qui ont été donc menées. Donc toutefois, lorsqu'on avance, en tout cas, ces articles de presse, comme n'état pas assez suffisant pour argumenter, en tout cas ce dont on accuse Kigali, moi je me dis quand même que c'est prendre le sujet à porte-à-faux, toutefois parce que nous savons que depuis des lustres, les articles de presse ont été toujours pris comme des sujets devant dans des juridictions. Merci beaucoup. Rapidement, est-ce que cette déclaration, ou le timing pour cette déclaration et l'accord qui est en passe d'être signé entre Kigali et Kinshasa peuvent s'influencer mutuellement? C'est-à-dire, est-ce qu'après la signature de l'accord, la Cour peut fermer les yeux sur certaines choses? Ou bien est-ce que la signature de l'accord, ou bien la déclaration de la Cour peut peut-être avoir un impact sur l'exécution de l'accord après? Je crois que lorsque vous prenez ces deux pays, depuis le début de ces négociations ou les autres négociations, il y a une bonne foi qui s'est fait manifester entre ces deux pays-là. Donc, pour parler du fait que, en tout cas, cette prise de bâti par cette cour-là, de mon point de vue, ne saurait en tout cas avoir des incidences surtout négatives sur le cheminement conduisant donc à la signature de ces accords-là. Toutefois, comme je l'ai dit, c'est le monde entier qui est aujourd'hui concerné par la paix en République démocratique du Congo et d'ailleurs la paix partout dans le monde entier. Donc, ce faisant, il pourrait éventuellement avoir des incidences sur la Cour qui pourrait donc faire prévaloir les discussions diplomatiques que des dispositions juridiques. Merci beaucoup. À vous, Adama Adjronou. Alors, Donatien Awesso, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est finalement déclarée compétente à se prononcer sur l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, la République démocratique du Congo qui a saisi la dite Cour depuis 2023. Finalement,
elle a pris le temps pour faire le travail nécessaire. Elle se prononce peut-être positivement pour le compte de la RDC, en attendant qu'on connaisse un verdict. Oui, et c'est aussi cette lenteur des cours, moi, qui m'agace un peu, parce que dans cette lenteur-là, il y a des vies qui partent. Il y a des gens qui meurent. Et on se met de 2023, aujourd'hui on est à 2025, vous imaginez. Et dans ça, la Cour accorde encore 90 jours à Kigali de pouvoir porter des points de critique sur le fond. Et après ça, accorde encore 45 jours à la RDC de pouvoir répliquer. Donc, vous voyez tout ça, et dans la foulée, les gens meurent. Kigali continue toujours pas à soutenir le M23 dans le Nord Kivu, l'Est de la RDC, et les massacres, ça continue toujours. Moi, je le dirai toujours que le Rwanda agace. Le Rwanda agace depuis un moment dans le secteur où il sévit avec le M23. Et c'est un peu incongru de voir que le Rwanda, je parle de Kagame, qui passe un marché de minerais avec des pays occidentaux, alors que ces minerais ne se trouvent pas sur son territoire. Ça, c'est de l'agression sur un autre pays, un pays souverain, régulièrement installé. Pour moi, la lenteur de cette résolution, la résolution de ce problème qui est entre eux, pour moi, est trop lourde. Je voudrais que ça finisse très vite pour que le Rwanda puisse vaquer à d'autres occupations que d'encourager toujours le M23 dans le secteur. Donc là-bas, je vois qu'il y a deux choses qui vont se chevaucher. On a la Cour, je ne sais pas, ça pourrait être une pression. En disant cela, ça pourrait pousser le Rwanda et la RDC à pouvoir trouver un terrain d'entente pour taire très vite le différend qui est entre eux, ou ça pourrait même braquer. Je crois que ça pourrait braquer le Rwanda pour qu'ils disent, bon, si la Cour est en train de dire cela, on va y aller, sachant très bien que c'est un ex, je vais le dire, un ex des armes qui dirige le Rwanda. Il sait dissimuler les preuves, il sait bien camoufler tout ce qu'il y a comme action militaire sur le terrain. On va faire tout à ce que le Rwanda ne puisse pas véritablement trouver des preuves palpables à mettre devant une cour qui a besoin de véritablement voir des choses concrètes qui prendra encore du temps. Et ça, le Rwanda continue toujours son petit bonhomme de chemin d'attaque dans le Nord Kivu et au niveau de l'Est de la RDC, qui ne me plaît pas, moi. Parce que on ne peut pas admettre qu'un État, qu'un pays, et ça j'accuse beaucoup la RDC qui n'a pas pu se construire une armée conséquente. Vous ne pouvez pas être le poumon de l'Afrique en termes de superficie et puis de végétation, même des minerais, un poumon, on va le dire, un des poumons de l'Afrique, et vous n'allez pas disposer d'une armée conséquente. Mais le Rwanda, ce petit pays qui a une force militaire, je pense que la RDC doit quand même revoir sa copie sur le terrain militaire, parce que ça fait longtemps on parle au Rwanda, mais le Rwanda ne veut pas entendre raison. S'il faut passer par la voie des armes pour lui faire entendre raison, moi je suis pour, et je le disais depuis longtemps. Merci beaucoup à vous, Donatien Aweso. Alors, Eric Johnson, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est compétente pour juger le Rwanda suite à l'accusation portée par la République démocratique du Congo devant elle. Oui. Il faudrait quand même qu'on essaie de voir un peu dans la forme, sur la forme, pourquoi la Cour s'est déclarée compétente pour juger quand même le Rwanda. Et vous savez, nous avons des instruments dans nos pays et surtout sur le continent qu'on ne connaît pas trop et dont on ne connaît même pas l'utilité. Je crois que cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été créée justement pour faire avancer les droits de l'homme sur notre continent. Vous savez, il y a beaucoup de ces pays-là où les droits humains sont quotidiennement violés sans qu'il y ait quand même quelqu'un qui puisse recadrer. Disons-le clairement, puisqu'on dit c'est l'État
qui a le monopole de la violence. Et donc, on ne recadre pas l'État et donc les gouvernants de nos pays, ce qui fait que les violations de droits de l'homme sont la chose la mieux partagée sur le continent. Et donc, cette cour a été créée justement pour ces fins, et depuis 2004. Et je crois que aujourd'hui, il y a une situation où cette cour-là se révèle quand même aux yeux de nous autres Africains pour que nous puissions savoir qu'il y a un instrument qui peut attaquer les États, qui peut quand même juger des situations de violation des droits de l'homme entre deux États. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, elle est compétente car elle juge les violations des droits humains, les violations, on parle de droits civiques, de droits politiques, de droits économiques, de droits sociaux et culturels et également des droits des peuples. Alors, on est dans quelle situation? On est dans une situation où un pays quand même viole les droits des citoyens d'un autre pays. Et donc, cette cour-là, par rapport à ses compétences, peut juger de cette affaire-là. Je crois que c'est la décision qui a été prise par cette Cour pour dire au Rwanda, vous ne pouvez pas parler de l'incompétence de cette Cour-là alors que vous êtes signataire du protocole instituant cette Cour-là. Et je crois que on peut visiblement vous juger par rapport à ce qui se fait contre les citoyens de la RDC. Alors, au niveau des conséquences, est-ce que cette décision et la signature de l'accord peuvent s'influencer mutuellement? Je crois que même si l'on finit de signer ces accords de cesser le feu, de cessation de guerre, cet accord de paix, mais les violations des droits humains restent ce qu'ils sont. Et tôt ou tard, quelqu'un sera jugé pour ce fait. Et je pense que ça ne doit pas forcément aujourd'hui influencer, puisque le Rwanda dit qu'elle ne se reconnaît pas dans ce que la RDC l'accuse. Et donc, il y a une justice, tout le monde va présenter ses éléments avec ses avocats, avec ses conseils, et donc on jugera quels que soient les accords trouvés entre les deux pays. Merci beaucoup à vous, Eric. Adam, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, docteur, vous savez, depuis lors, il faut faire remarquer que la Cour n'a été saisie que sur des affaires impliquant des individus ou des ONG sur des cas de violation des droits de l'homme. C'est le premier cas de différents, en tout cas inter-États. Qui a été donc porté devant cette cour-là. Donc, ce qu'il vous fait remarquer, puisque quelle que soit votre connaissance des tests juridiques, je pense qu'il y a l'expérience également qui doit faire valoir, en tout cas, d'une justice équitable. Donc, il pourrait éventuellement avoir des maladresses, mais cela dit, il y a lieu quand même de faire remarquer que les États sont assez respectueux vis-à-vis de cette cour-là. Donc, je pense que c'est le premier pas, en tout cas salutaire, dans cette démarche-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.